Au dîner de Thanksgiving, grand-mère m'a accusé durement. Pourquoi as-tu encastré ta voiture de luxe dans la clôture du voisin et causé tout ce bazar? J'ai cligné des yeux, complètement confuse. Grand-mère, je n'ai même pas de voiture. Je prends le bus partout. Toute la table s'est tue. Juste à ce moment-là, ma sœur est entrée fièrement, montrant ses nouvelles clés et se vantant avec arrogance. Merci pour l'argent de la voiture, tout le monde. J'ai enfin eu la BMW que je méritais. Maman a ajouté avec approbation, elle avait besoin de transport plus que toi. 2 heures plus tard, j'ai ouvert l'application de ma banque et j'ai vu la vérité dévastatrice. À 2 heures du matin, mon téléphone a explosé de messages paniqués de toute ma famille. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas dès l'instant où je suis entré dans la maison de maman ce Thanksgiving. Les salutations chaleureuses habituelles ont été remplacées par des regards froids et des chuchotements étouffés qui se sont arrêtés dès que je suis entré dans le salon. Ma famille, maman, papa, grand-mère Hélène, oncle Rick, tante Linda et leurs enfants, me regardaient tous comme si j'avais commis un péché impardonnable. « Allez, ma chérie, viens t'asseoir » a dit maman. Sa voix était tendue d'une manière qui signifiait que des ennuis se préparaient. Nous devons parler. J'ai posé la tarte à la citrouille que j'avais apportée et j'ai pris ma place habituelle à la table à manger, déjà décorée de la meilleure porcelaine de maman et du centre de table à la dinde qu'elle utilisait depuis aussi longtemps que je me souvienne. Le confort familier de la maison semblait étrange, comme une chanson jouée dans la mauvaise tonalité. « Qu'est-ce qui se passe » ai-je demandé, sincèrement confuse par la tension si forte qu'on pourrait la couper au couteau. C'est alors que grand-mère Hélène, du haut de ses 82 ans, m'a fixé de ses yeux bleus perçants qui m'intimidaient depuis l'enfance et a prononcé l'accusation qui allait tout changer. « Pourquoi as-tu encastré ta voiture de luxe dans la clôture du voisin et causé tout ce bazar » a-t-elle exigé, sa voix portant ce tranchant qu'elle réservait habituellement aux télémarketeurs et aux politiciens. J'ai cligné des yeux, complètement confuse, mon cerveau essayant de traiter ce qu'elle venait de dire. « Grand-mère, je n'ai même pas de voiture. Je prends le bus partout. Toute la table s'est tue. On aurait pu entendre une mouche voler dans cette salle à manger. Tout le monde me regardait comme si je venais d'avouer un meurtre, leur visage exprimant un mélange de choc et de quelque chose d'autre que je ne parvenais pas tout à fait à identifier, de la culpabilité, peut-être. « Allez, ne nous mens pas » a dit papa doucement, sa déception évidente. Madame Patterson, la voisine, a tout vu. Une BMW argentée a traversé sa clôture à 3 heures du matin le week-end dernier. La plaque d'immatriculation a été retrouvée à ton nom. J'ai commencé à protester, mais oncle Rick m'a interrompu. Le rapport de police porte ton nom, allez. Nous avons déjà dû gérer les demandes d'assurance et les plaintes des voisins. Comment as-tu pu être aussi irresponsable? J'avais l'impression d'être dans une réalité alternative tordue. Je vous dis que je n'ai pas de voiture. Je n'ai même pas de permis de conduire. Je prends le métrobus pour aller travailler tous les jours. Vous le savez tous. C'est alors que j'ai entendu la porte d'entrée claquer, suivi du bruit distinct des talons claquant sur le parquet. Ma sœur, Mélissa, est entrée dans la salle à manger comme si elle était chez elle, ce qui, connaissant Mélissa, était probablement ce qu'elle pensait. Désolée d'être en retard, tout le monde, a-t-elle annoncé joyeusement, complètement inconsciente de la tension dans la pièce, ou plus probablement, l'ignorant. Elle a brandi un trousseau de clés, les faisant pendre fièrement comme un trophée. J'ai dû m'arrêter pour faire le plein de mon nouveau bébé. Les clés brillaient à la lumière, et je pouvais voir le logo BMW distinctif sur la télécommande. Merci pour l'argent de la voiture, tout le monde. J'ai enfin eu la BMW que je méritais, a continué Mélissa, rayonnant pratiquement de satisfaction. C'est une beauté, n'est-ce pas? Intérieur en cuir argenté, toutes les options. J'en voulais une depuis des années. Ma bouche s'est ouverte. Les pièces commençaient à se mettre en place, mais je n'arrivais pas tout à fait à croire ce que je voyais. Maman souriait à Mélissa comme si elle venait d'annoncer qu'elle avait gagné le prix Nobel de la paix. Elle avait besoin de transport plus que toi, allez. Mélissa a cet emploi important dans l'entreprise de marketing, et on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle prenne les transports en commun comme une personne ordinaire. Mais... ai-je recommencé? Mais Mélissa s'était déjà lancée dans une description détaillée des caractéristiques de sa nouvelle voiture. Le système de son est incroyable, et le GPS est tellement mieux que d'utiliser mon téléphone, et les sièges chauffants. Parfait pour l'hiver. Je pense faire un voyage en voiture à la montagne le week-end prochain juste pour la tester. Je suis restée assise là, stupéfaite,
regardant ma famille féliciter Mélissa pour sa nouvelle voiture, la voiture qui avait apparemment encastré la clôture de Madame Patterson, la voiture qui était en quelque sorte immatriculée à mon nom, la voiture que tout le monde supposait que j'avais achetée et avec laquelle j'avais ensuite imprudemment détruit la propriété. « Comment as-tu eu cette voiture ?» ai-je demandé directement à Mélissa, ma voix à peine audible. Elle a haussé les épaules avec désinvolture. Maman et papa m'ont aidé pour la compte, et j'ai obtenu un prêt pour le reste. C'est aussi simple que ça. Mais pourquoi est-elle immatriculée à mon nom, ai-je insisté, la colère commençant à monter dans ma poitrine. L'expression de Mélissa a légèrement changé, un éclair de quelque chose, culpabilité, irritation, traversant son visage avant qu'elle ne reprenne ce sourire innocent qu'elle avait perfectionné dans son enfance. Oh, ça. Eh bien, mon crédit n'est pas terrible en ce moment à cause de cette petite erreur avec les sociétés de cartes de crédit l'année dernière. Maman a suggéré que nous utilisions tes informations puisque tu as un meilleur crédit et que tu ne l'utilises de toute façon à rien. La pièce a commencé à tourner. Vous avez utilisé mes informations sans me le demander ? Ce n'est pas grave, a interrompu maman rapidement. C'est juste temporaire jusqu'à ce que Mélissa puisse régler son problème de crédit. La famille s'entraide, allez. J'aurais pensé que tu comprendrais ça. Ce n'est pas grave ? Je me suis levé si vite que ma chaise a raclé le sol. Vous avez commis un vol d'identité. Et quand la voiture a encastré la clôture du voisin, mon nom figurait sur tous les papiers. Avez-vous la moindre idée de ce que cela pourrait faire à mon crédit, à ma réputation, à mon travail ? Ne sois pas si dramatique, a renchéri tante Linda. Ce n'est qu'un petit accrochage. Ce sont des choses qui arrivent. Un petit accrochage ? La clôture de Madame Patterson a été complètement détruite. Il y a des dommages matériels, des demandes d'assurance, d'éventuelles questions juridiques, tout à mon nom. Eh bien, peut-être que si tu étais plus responsable avec tes finances, tu aurais pu obtenir ta propre voiture et éviter toute cette situation, a dit Mélissa, son ton devenant méprisant. C'est moi qui travaille 60 heures par semaine et qui bâtis une carrière. Je mérite d'avoir de belles choses. Je l'ai regardé, cette personne qui partage mon ADN mais qui me semblait complètement étrangère à ce moment-là. Mélissa, je travaille 50 heures par semaine à la bibliothèque, et je suis en 2e cycle universitaire. J'économise de l'argent pour ma maîtrise, pas pour le dépenser dans des voitures de luxe que je ne peux pas me permettre. Oh, s'il te plaît, a-t-elle raillé. Tu travailles dans une bibliothèque. Ce n'est pas comme si tu soignais le cancer ou quelque chose d'important. Le mépris dans sa voix m'a frappé comme un coup physique. Mon travail à la bibliothèque universitaire n'était pas glamour, mais je l'aimais. Je travaillais sur ma maîtrise en bibliothéconomie, prévoyant de devenir bibliothécaire de recherche. J'aidais les étudiants à trouver des ressources pour leur thèse, j'organisais des bases de données universitaires et j'apportais réellement une différence dans le parcours éducatif des gens. Mais pour Mélissa, ce n'était qu'un travail pour les gens qui ne pouvaient rien faire d'important. Au moins, je n'ai pas volé l'identité de quelqu'un pour obtenir mon travail, ai-je répliqué. Les filles, s'il vous plaît, a dit papa, mais son-on suggéré qu'il était plus ennuyé contre moi d'avoir fait une scène que contre Mélissa pour, vous savez, avoir commis une fraude. Je n'arrive pas à y croire, ai-je murmuré en attrapant mon sac à main. Je n'arrive pas à croire que vous étiez tous au courant et que vous avez participé à ça. Où vas-tu ? A demandé maman. Nous n'avons même pas encore dîné. J'ai perdu l'appétit, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Je dois trouver comment nettoyer ce gâchis avant qu'il ne ruine ma vie. Allez, attends, m'a appelé grand-mère Hélène. Ne pars pas en colère. C'est Thanksgiving. Je me suis retourné pour la regarder, cette femme qui m'avait élevé quand mes parents étaient trop occupés par leur propre vie, qui m'avait appris à tricoter, à cuisiner et à me défendre. Grand-mère, ils ont volé mon identité. Ils ont acheté une voiture à mon nom sans ma permission. Et quand cette voiture a été impliquée dans des dommages matériels, ils m'ont laissé en assumer la responsabilité. Comment suis-je censé pardonner et oublier tout ça autour d'une dinde et d'une farce ? Elle avait l'air mal à l'aise, jetant des regards entre moi et le reste de la famille. Eh bien, quand tu le présentes comme ça. Il n'y a pas d'autre façon de le présenter, ai-je dit fermement. C'est un vol d'identité, et c'est illégal. Je pourrais porter plainte. Tu ne le feras pas, a dit maman, mais il y avait de l'incertitude dans sa voix. Essaie, ai-je répondu et je suis sorti. J'ai passé le trajet en bus à essayer de comprendre ce qui venait de se passer.
Ma propre famille m'avait trahi de la pire des manières possibles, et ils agissaient comme si c'était moi qui étais déraisonnable d'être bouleversé à ce sujet. Mélissa avait toujours été l'enfant chéri, plus jolie, plus extravertie, plus disposée à se frayer un chemin dans la vie par son charme, mais c'était au-delà de son égoïsme habituel. Quand je suis rentré dans mon petit appartement, j'ai immédiatement attrapé mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches sur les lois relatives au vol d'identité. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Ce n'était pas seulement une querelle familiale. C'était un crime grave qui pouvait avoir des conséquences durables pour nous deux. Mélissa pourrait faire face à des accusations criminelles, et je pourrais être coincé avec les ramifications financières et juridiques de ces actes pendant des années. J'ai passé les 2 heures suivantes à documenter tout ce dont je pouvais me souvenir de la conversation, à faire des recherches sur mes options et à essayer de trouver comment me protéger. C'est alors que j'ai décidé de vérifier mon compte bancaire juste pour voir s'il y avait eu d'autres surprises. J'ai ouvert l'application de ma banque et j'ai vu la vérité dévastatrice. Mon compte d'épargne, qui contenait $18 000 la semaine dernière, affichait maintenant un solde de $847,32. J'ai regardé l'écran, le rafraîchissant encore et encore, espérant que c'était une sorte d'erreur, mais l'historique des transactions racontait clairement l'histoire, plusieurs retraits importants au cours du mois dernier, tous effectués à des guichets automatiques que je n'avais jamais visités, tous épuisant mon fonds de 2e cycle universitaire soigneusement épargné. Mes mains tremblaient alors que j'appelais la ligne d'assistance téléphonique de la banque en cas de fraude. Le système automatisé m'a joyeusement informé qu'en raison du jour férié, tous les représentants étaient occupés et que mon temps d'attente estimé était de 47 minutes. J'ai raccroché et j'ai rappelé le numéro, cette fois en appuyant sur l'option pour les cartes perdues ou volées. Un humain a répondu à la 3e sonnerie. Service de fraude de la Première Banque Nationale, ici Marcus. Comment puis-je vous aider? Quelqu'un n'accède à mon compte sans autorisation, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Mon compte d'épargne a été presque complètement vidé. Je suis désolé d'entendre cela, madame. Pouvez-vous me fournir votre numéro de compte et votre numéro de sécurité sociale pour vérification? Je lui ai donné l'information, et j'ai entendu des frappes à l'autre bout du fil. Je vois plusieurs retraits à des guichets automatiques au cours du mois dernier, tous effectués avec votre carte de débit et votre code PIN. Avez-vous toujours votre carte en votre possession? J'ai vérifié mon portefeuille. Ma carte de débit était là, mais je me suis souvenu que j'avais laissé mon sac à main chez mes parents à plusieurs reprises au cours des dernières semaines quand Mélissa était en visite. Elle aurait facilement pu prendre des photos de ma carte et me regarder entrer mon code PIN. Oui, j'ai ma carte, mais je pense que quelqu'un dans ma famille a peut-être copié l'information. Je vois. Eh bien, puisque les retraits ont été effectués avec votre carte et votre code PIN réel et non par le biais d'un accès en ligne ou d'une carte volée, il sera plus difficile de prouver la fraude. Avez-vous la moindre preuve que quelqu'un d'autre avait accès aux informations de votre carte? Je me suis senti mal. Pouvez-vous me dire où les retraits ont été effectués? Laissez-moi voir. On dirait qu'ils ont été effectués à divers guichets automatiques dans la région de Westfield. Est-ce là où vous habitez? Non, mais c'est là où ma famille habite. Mon cœur battait la chamade. Pouvez-vous geler mon compte immédiatement? Bien sûr. Je vais geler tous vos comptes tout de suite, et nous vous enverrons de nouvelles cartes dans les 3 à 5 jours ouvrables. Vous devrez déposer un rapport de police pour la réclamation de fraude, et nous aurons besoin que vous veniez remplir des formulaires. Après avoir raccroché, je me suis assise dans l'obscurité de mon appartement, essayant de comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé. Ma famille n'avait pas seulement volé mon identité pour acheter une voiture à Mélissa. Ils avaient aussi volé mon fonds de 2e cycle universitaire. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, tout ce pourquoi j'avais économisé, avait disparu. J'ai regardé mon téléphone et j'ai vu que j'avais plusieurs appels manqués de maman. Je les ai ignorés et j'ai commencé à faire des recherches sur les avocats spécialisés dans le vol d'identité à la place. À 2 heures du matin, mon téléphone a explosé de messages paniqués de toute ma famille. Le premier était de maman, « Allez, ma chérie, nous devons parler. Il y a eu un malentendu. » Puis, « Papa, rappelle-nous immédiatement. C'est urgent. » Oncle Rick, « Allez, nous devons discuter de cette situation avant que tu ne fasses quoi que ce soit d'impétueux. » Tante Linda, pense à ce que tu fais à la famille, allez. Cela pourrait nous détruire tous. Mais le plus révélateur est venu de Mélissa, allez, je suis désolé pour l'histoire de la voiture, mais tu ne peux pas impliquer la police. Je vais perdre mon emploi. Nous pouvons arranger ça.
J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher, mais je n'ai pas réussi à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont ils étaient tous assis autour de cette table, sachant très bien ce qu'ils m'avaient fait, et m'avaient laissé être le méchant dans leur histoire. Le lendemain matin, je me suis déclaré malade au travail et j'ai passé la journée au poste de police à déposer des rapports. L'agente qui a pris ma déposition, la détective Harris, était compréhensive mais réaliste quant à mes chances de récupérer mon argent rapidement. Les cas de vol d'identité impliquant des membres de la famille sont toujours compliqués, a-t-elle expliqué. La bonne nouvelle, c'est que vous avez des preuves claires de la fraude. La mauvaise nouvelle, c'est que poursuivre des membres de la famille peut être émotionnellement difficile, et votre sœur pourrait prétendre qu'elle avait la permission d'utiliser vos comptes. Elle n'avait absolument pas la permission, ai-je dit fermement. Je n'avais aucune idée qu'elle faisait quoi que ce soit de tout ça jusqu'à hier. Je vous crois, mais c'est ce que nous devrons prouver. Avez-vous des textos ou des courriels discutant de l'achat de la voiture ou de l'argent? Je lui ai montré mon téléphone, faisant défiler des mois de messages. Il n'y avait rien au sujet de la voiture ou de l'argent, ce qui jouait en fait en ma faveur. Cela prouvait que je n'étais pas impliqué dans la planification. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Nous allons enquêter, interroger les membres de la famille impliqués et présenter nos conclusions au bureau du procureur. En attendant, vous devriez contacter un avocat spécialisé dans les cas de vol d'identité. Ce sera un long processus. J'ai quitté le poste de police, me sentant épuisé mais déterminé. J'avais fait le premier pas pour reprendre ma vie en main, mais je savais que la vraie bataille ne faisait que commencer. Le week-end après Thanksgiving a été le plus long de ma vie. J'ai passé la matinée du samedi à la banque, à remplir des documents de fraude et à fournir des déclarations à leur service de sécurité. La directrice de la banque, Madame Valérie Green, était professionnelle, mais je pouvais dire qu'elle était sceptique quant à mes allégations. Vous comprenez qu'il est extrêmement difficile de prouver la fraude lorsque les transactions ont été effectuées avec votre code PIN réel, a-t-elle dit en examinant mes papiers. Les retraits ont été effectués à divers moments sur plusieurs semaines, pas tous en même temps, ce qui suggère que quelqu'un avait un accès continu aux informations de votre compte. C'est exactement ce qui s'est passé, ai-je expliqué. Ma sœur a eu de multiples occasions de copier les informations de ma carte et d'observer mon code PIN. J'ai fréquemment laissé mon sac à main chez mes parents quand elle était en visite. Madame Valérie Green a hoché la tête, mais ne semblait pas convaincue. Nous devrons examiner les images de sécurité des guichets automatiques où les retraits ont été effectués. Si nous pouvons confirmer que quelqu'un d'autre que vous a effectué ces transactions, cela renforcera considérablement votre dossier. Après la banque, j'ai pris une voiture de covoiturage jusqu'à la maison de Madame Patterson pour constater les dommages à la clôture par moi-même. Ce que j'ai trouvé m'a encore plus bouleversé. La clôture n'était pas seulement endommagée, elle était complètement détruite. La BMW avait traversé environ 20 pieds de clôture en bois, enlevant plusieurs poteaux de clôture et endommageant une partie de son jardin. Madame Patterson, une femme dans la soixantaine aux cheveux argentés et aux yeux gentils, était dans sa cour en train d'évaluer les dommages quand je suis arrivé. « Excusez-moi », ai-je crié en marchant vers elle. « Je suis allé Torres. Je crois que mon nom figure sur le rapport de police concernant votre clôture. » Son expression s'est immédiatement durcie. « Oh oui, vous êtes celle qui a détruit ma clôture et qui a ensuite essayé de le nier. J'ai vu cette voiture foncer ici à 3 heures du matin. Ça a réveillé tout le quartier. Madame, je dois vous faire savoir que je ne conduisais pas cette voiture. Je n'ai même pas de permis de conduire. Quelqu'un a volé mon identité et a acheté cette voiture en utilisant mes informations. » Elle m'a regardé avec scepticisme. C'est une nouvelle. Habituellement, les gens admettent simplement qu'ils ont bu et s'excusent. J'ai sorti mon portefeuille et je lui ai montré mon permis de conduire. Regardez, je n'ai pas de permis, mais je conduis rarement. Je prends le bus pour aller travailler tous les jours parce que je n'ai pas les moyens de me payer une voiture. Je suis autant une victime dans cette affaire que vous. Madame Patterson a étudié ma carte d'identité attentivement, puis m'a regardé. Vous êtes sérieuse, n'est-ce pas? Tout à fait sérieuse. J'ai déposé un rapport de police hier pour vol d'identité. Ma propre famille m'a fait ça. Son expression s'est légèrement adoucie. Oh, ma chérie, c'est terrible. La famille peut parfois être la pire, n'est-ce pas? Oui, madame. Ils le peuvent. Je vais m'assurer que celui qui a fait sa paie pour la réparation de votre clôture et tout autre dommage.
Je voulais juste que vous sachiez que je n'essaie pas d'éviter mes responsabilités. J'essaie de m'assurer que la bonne personne est tenue responsable. Elle a hoché la tête lentement. J'apprécie que vous soyez venu. L'expert en sinistre a dit que les dommages coûteront environ 4 000 $ à réparer. C'est beaucoup d'argent pour quelqu'un qui a un revenu fixe. Je comprends. Je travaille avec un avocat et la police pour m'assurer que vous soyez pleinement indemnisé. En retournant à la voiture de covoiturage qui m'attendait, j'ai senti le poids de la situation se poser sur mes épaules. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent que Melissa m'avait volé. Il s'agissait des répercussions de ses actes. Madame Patterson était une victime innocente qui souffrait à cause des choix de ma famille. Ce soir-là, j'ai décidé de faire quelque chose que j'avais remis à plus tard. J'ai appelé ma meilleure amie, Rachel, qui vivait à travers le pays à Seattle. Rachel et moi avions été colocataires à l'université, et elle était la seule personne sur qui je pouvais toujours compter pour des conseils honnêtes. Allez, comment s'est passé Thanksgiving? Est-ce que Melissa a enfin ramené un petit ami à la maison pour rencontrer la famille, a-t-elle demandé joyeusement. Rachel, je dois te dire quelque chose, et c'est vraiment mauvais. La joie a immédiatement quitté sa voix. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté, la voiture, l'argent, les accusations, la découverte de mon compte bancaire vidé. Rachel a écouté sans m'interrompre, ce qui était inhabituel pour elle. Saint-Allais, a-t-elle dit finalement. Ta famille t'a vraiment fait ça? Ouais, ils l'ont fait. Et tu portes plainte? J'ai déjà déposé des rapports de police. Je rencontre un avocat lundi. Bien, a-t-elle dit fermement. Je suis fier de toi. Je sais que ça doit être incroyablement difficile, mais tu fais la bonne chose. Est-ce que je le fais? La moitié du temps, j'ai l'impression de réagir de façon excessive, comme si je devais peut-être simplement essayer d'arranger ça au sein de la famille. Allez, écoute-moi. Si un étranger t'avait fait ça, hésiterais-tu à porter plainte? Bien sûr que non. Alors pourquoi ça devrait être différent juste parce que c'est Melissa? Elle a commis des crimes graves contre toi. Le fait qu'elle soit ta sœur ne rend pas cela moins illégal ou moins mal. Les paroles de Rachel ont contribué à renforcer ma détermination. Elle avait raison. Je ne tolérerai pas ce comportement de quelqu'un d'autre, et je ne devrais pas le tolérer de la part de la famille non plus. Lundi matin, j'ai rencontré mon avocate, Janet Morrison, qui avait été fortement recommandée par la société d'aide juridique. Son bureau était dans une maison victorienne convertie au centre-ville, et son assistante m'a servi du thé pendant que j'attendais. Dites-moi tout, a dit Janet une fois que nous étions assises dans son bureau. N'omettez aucun détail, même s'il semble insignifiant. Je lui ai raconté toute l'histoire, de la confrontation du dîner de Thanksgiving au compte bancaire vidé, en passant par mes conversations avec la police et la banque. C'est en fait un cas très solide, a-t-elle dit quand j'ai terminé. Vol d'identité, fraude, faux. Si elle a signé des documents à votre nom, votre sœur risque des accusations graves. Mais je dois vous avertir de quelque chose. Quoi? Les cas familiaux comme celui-ci deviennent rapidement désordonnés. Votre famille va vous faire pression pour que vous abandonniez les accusations. Ils vont vous faire sentir coupable, vous dire que vous détruisez la famille, vous accuser d'être vindicative. Êtes-vous préparé à cela? J'ai pensé aux messages vocaux qui s'accumulaient déjà sur mon téléphone, aux textos de parents que je connaissais à peine et qui me disaient que j'étais déraisonnable. Je pense que oui. Je veux dire, ça a déjà commencé. Ça va empirer avant de s'améliorer. Ils vont essayer toutes les manipulations émotionnelles du livre. Certains membres de la famille pourraient même mentir pour Melissa, prétendre qu'ils l'ont vue avec votre permission ou que vous lui avez donné accès à vos comptes. Ils ne peuvent pas faire ça, si? Ils peuvent essayer. C'est pourquoi nous devons bâtir un dossier inattaquable avec des documents et des preuves. En parlant de ça, avez-vous la moindre preuve que votre famille avait accès à vos informations personnelles? J'y ai pensé. Mes parents conservent des copies de tous nos documents importants dans un classeur à leur maison, certificat de naissance, carte de sécurité sociale, ancienne déclaration de revenus. Ils ont toujours fait ça, même après que nous ayons déménagé. C'est bien. Qu'en est-il des occasions pour Melissa d'accéder aux informations de votre carte de débit? Elle a séjourné chez mes parents par intermittence au cours des derniers mois. Chaque fois que je suis en visite, elle est là. J'ai laissé mon sac à main sans surveillance à plusieurs reprises. Nous devrons documenter tout cela.
je vais également vous recommander de commencer à tenir un journal détaillé de chaque conversation que vous avez avec les membres de votre famille au sujet de cette situation, date, heure, qui était présent, ce qui a été dit. Cela pourrait devenir important plus tard. Après avoir quitté le bureau de Janet, j'ai passé le reste de la journée à faire exactement ce qu'elle avait recommandé. J'ai commencé un journal documentant tout ce dont je pouvais me souvenir des derniers mois. En écrivant, des schémas ont commencé à émerger que je n'avais pas remarqués auparavant. Melissa s'était montrée inhabituellement intéressée par mes finances ces derniers temps. Elle s'était enquis de mon travail, de mes économies, et si j'avais l'intention d'acheter une voiture bientôt. Sur le moment, j'ai pensé qu'elle faisait juste la conversation. Maintenant, je réalisais qu'elle collectait des informations. Je me suis aussi souvenu d'une conversation d'il y a quelques mois où maman avait mentionné la mise à jour de son système de classement et m'avait demandé si je voulais des copies de mes documents importants. J'avais dit non puisque je gardais mes propres copies, mais maintenant je me demandais si elle en avait quand même fait des copies. Plus j'écrivais, plus je réalisais que ce n'était pas une décision prise sur un coup de tête. Melissa planifiait ça depuis des mois, collectant systématiquement les informations dont elle avait besoin pour voler mon identité. Cette réalisation m'a mis en colère plus que tout. Ce n'était pas un acte désespéré ou un simple moment d'égarement. C'était une trahison calculée qui se préparait depuis des mois. Mardi matin, j'ai reçu un appel de la détective Rodriguez. Allez, j'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. Lesquelles voulez-vous en premier? Les bonnes nouvelles, s'il vous plaît. Nous avons examiné les images des distributeurs automatiques de 3 des emplacements où des retraits ont été effectués de votre compte. Ce n'est certainement pas vous sur les bandes. La personne est plus petite, a des cheveux différents et porte des vêtements qui ne correspondent à aucune des tenues sur les photos que vous avez fournies. C'est super. Quelle est la mauvaise nouvelle? Les images ne sont pas suffisamment claires pour identifier définitivement qui c'est. Nous pouvons voir que ce n'est pas vous, mais nous ne pouvons pas prouver de manière concluante que c'est votre sœur sans preuve supplémentaire. Quel genre de preuve supplémentaire? Idéalement, nous aurions besoin qu'elle avoue, ou nous aurions besoin du témoignage d'une personne qui l'a vue avec votre carte, ou nous aurions besoin de la prendre en flagrant délit d'utilisation de vos informations. L'achat de la voiture est en fait une preuve plus solide car il y a plus de documents impliqués. Alors, quelle est la prochaine étape? Nous allons faire venir votre sœur pour l'interroger. Elle n'est pas encore en état d'arrestation, mais nous voulons entendre sa version de l'histoire. Parfois, les gens avouent lorsqu'ils sont confrontés aux preuves. Quand cela se produira-t-il? Probablement plus tard cette semaine. Je vous tiendrai au courant de la situation. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un mélange d'espoir et d'appréhension. Une partie de moi voulait que Melissa avoue et assume la responsabilité de ce qu'elle avait fait. Une autre partie de moi était terrifiée par ce que cela allait faire à notre famille. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de maman. Allez, il faut qu'on parle. Tu peux venir dîner ce soir? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, maman. S'il te plaît. Ton père et moi voulons nous excuser et essayer de régler ça. Contre mon gré, j'ai accepté d'y aller ce soir-là. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé non seulement maman et papa, mais aussi Melissa, oncle Rick, tante Linda et même grand-mère Hélène. C'est une intervention, ai-je réalisé à voix haute. Nous préférons considérer ça comme une réunion de famille, a dit papa. Nous nous soucions tous de toi, allez, et nous sommes inquiets du chemin que tu prends. Le chemin que je prends? Je suis la victime ici. Ce n'est pas ainsi que la famille le voit, a dit oncle Rick. Tu es sur le point de détruire la vie de Melissa à cause d'argent. Elle a détruit ma vie en premier. Elle a volé mon identité et mes économies. Ce n'est pas si simple, a ajouté tante Linda. Melissa était dans une situation désespérée. Elle avait besoin d'un moyen de transport pour son travail, et elle savait que tu avais de l'argent qui dormait à la banque et qui ne servait à rien d'important. Qui ne servait à rien d'important? C'était mon fonds pour les études supérieures. J'économise depuis 3 ans pour payer mon master. Tu aurais pu obtenir des prêts étudiants comme tout le monde, a dit Melissa tranquillement. J'allais te rembourser. Quand? Comment? Avec quel argent? J'allais avoir une prime à Noël, et ensuite j'allais mettre en place un plan de remboursement. Un plan de remboursement pour 18 000 $ que tu m'as volé, Melissa? Cela te prendrait des années à rembourser, en supposant que tu le fasses. Je l'aurais fait, a-t-elle insisté, mais sa voix manquait de conviction.
Comme tu l'as fait pour me rembourser les 1000 $ que tu m'as empruntés il y a 2 ans? Comme tu l'as fait pour rembourser papa pour ta dette de carte de crédit l'année dernière? La pièce est tombée dans le silence. Tout le monde savait que Mélissa avait l'habitude d'emprunter de l'argent et de ne pas le rembourser. C'est différent, a dit maman finalement. C'est la famille. Exactement, ai-je dit. C'est la famille, ce qui rend ça pire, pas mieux. Vous êtes censés être les personnes en qui je peux avoir confiance, pas les personnes contre lesquelles je dois me protéger. Allez, s'il te plaît, a dit grand-mère Hélène, sa voix tremblant. Ne déchire pas cette famille. Nous avons déjà perdu ton grand-père. Nous ne pouvons pas nous perdre les uns les autres, non plus. Ça m'a touché droit au cœur. Papy était décédé il y a 2 ans, et la famille avait eu du mal à rester connectée depuis lors. Mais je ne pouvais pas laisser la culpabilité me manipuler pour que j'accepte ce que Mélissa avait fait. Grand-mère, je ne déchire pas la famille. Mélissa a fait ça quand elle a décidé de me voler. Je refuse juste de faire comme si ce n'était pas arrivé. Si tu portes plainte, elle ira en prison, a dit papa. C'est vraiment ce que tu veux. Ce que je veux, c'est qu'elle assume les conséquences de ses actes. Ce que je veux, c'est que quelqu'un dans cette famille reconnaisse que ce qu'elle a fait était mal au lieu de lui trouver des excuses. Nous savons que c'était mal, a dit maman. Mais il y a sûrement un moyen de régler ça en privé au sein de la famille. Il y en aurait eu un si l'un d'entre vous m'avait dit ce qui se passait avant que mon compte bancaire ne soit vidé et que mon crédit ne soit ruiné. Mais vous étiez tous au courant pour la voiture, et vous m'avez laissé entrer dans ce dîner de Thanksgiving en pensant que c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Nous n'étions pas au courant pour l'argent, a dit papa rapidement. Des conneries, ai-je dit, en utilisant un langage que je n'avais jamais utilisé devant ma famille auparavant. Mélissa a dû mettre en place des paiements automatiques à partir de mon compte pour payer la voiture. Elle devait avoir un accès continu à mes informations bancaires. Vous saviez tous qu'elle utilisait mon identité, et vous avez choisi de l'aider au lieu de me protéger. La pièce a éclaté en dispute, tout le monde parlant par-dessus les autres, trouvant des excuses, se renvoyant la balle. J'étais assise au milieu de tout ça, regardant les personnes qui étaient censées m'aimer le plus se déchirer au lieu d'admettre simplement qu'elles avaient eu tort. Finalement, je me suis levé. J'en ai marre, ai-je dit assez fort pour couper court aux disputes. J'en ai marre d'être le bouc émissaire de la famille. J'en ai marre d'être celle qui doit se sacrifier pour que Mélissa puisse avoir ce qu'elle veut. J'en ai marre de faire comme si l'amour signifiait laisser les gens vous blesser sans conséquence. Allez, s'il te plaît, a commencé maman. Non, j'ai essayé de régler ça discrètement. J'ai essayé de vous donner à tous une chance de faire ce qu'il fallait. Mais au lieu de me soutenir, vous êtes tous là à défendre la personne qui a commis des crimes contre moi. Alors maintenant, c'est hors de mon contrôle. La police enquête, j'ai un avocat, et je vais laisser le système juridique s'en occuper. Je me suis dirigé vers la porte, mais la voix de Mélissa m'a arrêté. Tu vas vraiment m'envoyer en prison pour ça? Je me suis retourné pour la regarder. Mélissa, je ne t'envoie nulle part. Tu t'es envoyé là-bas quand tu as décidé de me voler. Je ne vais juste pas mentir pour te protéger des conséquences de tes propres choix. Mais je suis ta sœur, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Oui, tu le es. Et je suis ta sœur, aussi. Mais ça ne t'a pas empêché de me voler. Je les ai laissés là, se disputant entre eux, et je suis rentré chez moi en voiture à travers les larmes que j'avais retenues toute la soirée. L'intervention avait complètement échoué. Au lieu de me faire sentir assez coupable pour abandonner les charges, ça m'avait montré à quel point le dysfonctionnement de ma famille était profond. Ils étaient plus préoccupés par la protection de Mélissa contre les conséquences que par le tort qu'elle m'avait causé. Ils étaient plus inquiets de leur propre embarras que de ma sécurité financière ou de mon bien-être émotionnel. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'étais complètement certaine que je faisais ce qu'il fallait. Au cours des jours suivants, les messages de ma famille sont devenus de plus en plus désespérés. Ils sont passés de la colère à la supplication, aux menaces, puis à nouveau à la supplication. Maman a appelé mon travail et a laissé des messages à mon superviseur. Papa s'est présenté à mon immeuble, mais n'a pas pu franchir la porte de sécurité. Mélissa m'a envoyé un long email expliquant comment elle avait emprunté l'argent et prévoyait de le rembourser quand elle aurait sa prime de Noël. J'ai ignoré tout ça et me suis concentré sur la constitution de mon dossier. Mon avocate, Janet Morrison, était une femme énergique dans la cinquantaine, spécialisée dans les affaires de fraude financière.
Elle a examiné tous mes documents et m'a dit la dure vérité sur ce à quoi je faisais face. La bonne nouvelle, c'est que vous avez un dossier solide, a-t-elle dit lors de notre première réunion. La mauvaise nouvelle, c'est que votre famille vous a mis dans une situation précaire. Le prêt automobile est à votre nom, ce qui signifie que vous êtes techniquement responsable des paiements. La réclamation pour dommages matériels est également à votre nom. Nous devrons prouver que vous avez été victime d'un vol d'identité, et non une participante volontaire qui a changé d'avis. Comment fait-on ça, ai-je demandé. Nous documentons tout. Nous montrons que vous n'avez pas de permis de conduire, que vous avez toujours utilisé les transports en commun, que vous n'aviez aucune connaissance de l'achat de la voiture, et que votre famille avait accès à vos informations personnelles sans votre consentement. Nous devons également prouver que les retraits aux distributeurs automatiques ont été effectués sans votre connaissance ni votre autorisation. Ça a pris des semaines, mais nous avons monté un dossier solide. Les images de sécurité des distributeurs automatiques ont montré Mélissa en train de faire les retraits. Les relevés bancaires ont montré que les paiements de la voiture étaient configurés pour être prélevés sur mon compte sans mon autorisation. Le concessionnaire a confirmé que Mélissa avait apporté tous les papiers déjà remplis à mon nom et avait une copie de mon permis de conduire, que je ne lui avais jamais donné. Mais la preuve la plus accablante est venue d'une source inattendue, Mélissa elle-même. Dans son désespoir de faire disparaître la situation, elle m'avait envoyé une série de textos détaillant exactement ce qu'elle avait fait et comment elle se le justifiait. Elle avait expliqué comment elle avait copié les informations de ma carte de débit quand j'avais laissé mon sac à main chez maman, comment elle m'avait regardé entrer mon code PIN, comment elle avait pris des photos de mon permis et de ma carte de sécurité sociale dans le classeur de maman où elle gardait tous nos documents importants. Par écrit, elle avait tout avoué. Le tournant s'est produit lorsque le bureau du procureur a décidé d'engager des poursuites pour crimes contre Mélissa pour vol d'identité et fraude. Elle risquait jusqu'à 5 ans de prison et d'énormes amendes. C'est alors que la véritable panique s'est installée. Mon téléphone sonnait sans cesse. Des membres de la famille dont je n'avais pas entendu parler depuis des années appelaient pour me dire que je détruisais la famille à cause d'argent. Grand-mère Hélène pleurait et me suppliait d'abandonner les charges. Maman et papa m'ont accusé d'être vindicative et cruelle. Mais je suis resté ferme. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de justice et de la protection de mon avenir. La résolution est venue plus vite que je ne l'avais prévu. Face à une montagne de preuves contre elle, Mélissa a accepté un accord de plaidoyer. Elle plaiderait coupable de vol d'identité et de fraude, purgerait 6 mois dans la prison du comté, paierait intégralement la restitution de l'argent volé plus les dommages et intérêts, et assumerait la responsabilité du prêt automobile et de tous les coûts associés. Elle serait également tenue de payer la réparation de la clôture de Madame Patterson et tous les honoraires d'avocat que j'avais encourus. Mais la partie la plus satisfaisante de la résolution est survenue lorsque Mélissa a été forcée de rendre la BMW. Elle a dû me céder le titre de propriété dans le cadre de la restitution, et j'ai pu décider quoi en faire. Je l'ai vendu immédiatement et j'ai utilisé l'argent pour rembourser le prêt et remettre le reste dans mon fonds pour les études supérieures. L'affaire pénale n'était que le début du règlement de compte de ma famille. La nouvelle de l'arrestation de Mélissa s'est répandue dans notre petite communauté, et la réputation de la famille qu'ils avaient tant à cœur de protéger était en lambeaux. Maman et papa ont dû faire face à leurs propres problèmes juridiques lorsqu'il est apparu qu'ils avaient été complices du vol d'identité en fournissant à Mélissa l'accès à mes informations personnelles. Mélissa a perdu son emploi dans l'agence de marketing lorsque son casier judiciaire a été révélé. Elle a purgé ses 6 mois dans la prison du comté et a été libérée sur parole. Elle est retournée vivre avec maman et papa, qui avaient des difficultés financières en raison de leurs propres frais juridiques. Oncle Rick et tante Linda ont complètement cessé de me parler, choisissant de prendre le parti de Mélissa malgré les preuves de ses crimes. Ils m'ont envoyé une lettre expliquant que j'avais déchiré la famille et qu'ils étaient déçus de la personne que j'étais devenue. Mais grand-mère Hélène m'a surprise. Quelques semaines après la condamnation de Mélissa, elle m'a appelé. « Allez, ma chérie, je te dois des excuses, a-t-elle dit, sa voix tremblant. J'ai eu tellement tort de t'accuser ce jour-là. J'aurais dû le savoir. J'aurais dû te faire confiance. Merci, grand-mère. Ça compte beaucoup. Je veux que tu saches que je suis fier de toi de t'être défendu. Ton grand-père serait fier, aussi. Il a toujours dit que tu avais une colonne vertébrale en acier, et il avait raison. Cette conversation a compté plus pour moi que n'importe quelle victoire juridique. Grand-mère Hélène avait été la seule constante dans mon enfance chaotique, et savoir qu'elle comprenait pourquoi j'avais dû faire ce que j'avais fait a aidé à guérir certaines des blessures que toute cette épreuve avait créées.
Les suites ont été compliquées. J'ai récupéré mon argent, plus les dommages et intérêts, mais j'avais perdu la plupart de ma famille dans le processus. Certains jours, je me sentais justifiée et forte. D'autres jours, je me sentais triste et seule. Mais je ressentais aussi quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la liberté. J'avais passé la plus grande partie de ma vie à essayer de maintenir la paix dans la famille, laissant l'égoïsme de Mélissa et le favoritisme de mes parents passer parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. J'avais accepté d'être la personne responsable, celle qui ne demandait jamais d'aide, celle qui résolvait discrètement ses propres problèmes pendant que tout le monde recevait de l'attention et du soutien. Cette situation m'avait forcé à tracer une ligne dans le sable, et j'étais heureuse de l'avoir fait. J'ai terminé mon master dans les délais et j'ai obtenu un emploi de bibliothécaire de recherche dans une université prestigieuse. J'ai acheté une petite voiture, une Honda Civic fiable que j'ai payée avec mon propre argent, et j'ai appris à conduire. J'ai déménagé dans un meilleur appartement dans un quartier plus sûr. Plus important encore, j'ai appris à m'apprécier suffisamment pour ne plus laisser personne profiter de moi. 1 an plus tard, j'ai reçu une lettre de Mélissa. Elle travaillait comme serveuse dans une chaîne de restaurants, vivait avec maman et papa, et avait du mal à reconstruire sa vie. Elle voulait s'excuser et demander si nous pouvions avoir une relation à nouveau. J'y ai réfléchi pendant longtemps. Puis je lui ai répondu, Mélissa, je te pardonne, mais je ne te fais pas confiance. Tu n'as pas seulement volé mon argent. Tu as volé mon identité, ma sécurité et ma confiance dans les personnes qui étaient censées m'aimer et me protéger. Je ne suis pas intéressé à faire comme si ce n'était pas arrivé ou à revenir à ce que c'était avant. Si tu veux reconstruire notre relation, elle devra être complètement différente de ce que nous avions avant, et il faudra des années pour regagner ne serait-ce qu'une fraction de ma confiance. Elle n'a jamais répondu à cette lettre. J'ai croisé maman à l'épicerie quelques mois plus tard. Elle avait l'air plus vieille, plus fatiguée, et quand elle m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes. « Allez, tu me manques » a-t-elle dit simplement. « Tu me manques aussi, maman. Mais la façon dont vous me traitiez tous ne me manque pas. Je sais qu'on a fait des erreurs. » « Vous n'avez pas fait d'erreur, ai-je interrompu. Vous avez fait des choix. Vous avez choisi d'aider Mélissa à voler mon identité. Vous avez choisi de la laisser vider mon compte d'épargne. Vous avez choisi de me blâmer pour les conséquences de ces actes. Ce n'étaient pas des erreurs. C'étaient des décisions délibérées. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je ne sais pas comment réparer ça. Tu ne peux pas réparer ça en faisant comme si ce n'était pas aussi grave que c'était. Tu ne peux le réparer qu'en reconnaissant ce qui s'est réellement passé et en assumant ta part de responsabilité. Nous sommes restés là dans l'allée des céréales, entourés de la normalité banale des courses, et j'ai réalisé que c'était la chose qui se rapprochait le plus d'une conclusion que j'allais obtenir. Je t'aime, maman, ai-je dit finalement. Mais je m'aime aussi, et je ne laisserai plus personne me blesser comme ça, pas même la famille. Elle a hoché la tête et s'est éloignée, et j'ai terminé mes courses seule. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je suis épanoui. J'ai un emploi que j'aime, une maison dont je suis fier et une vie que j'ai construite selon mes propres conditions. J'ai appris à faire confiance aux gens lentement et à valoriser ceux qui se montrent dignes de cette confiance. Je reçois toujours des cartes de Noël de grand-mère Hélène, et nous parlons au téléphone toutes les quelques semaines. Elle est le seul membre de ma famille avec qui je maintiens une relation, et c'est suffisant pour moi. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir porté plainte contre Mélissa, si je souhaite avoir géré les choses différemment. La réponse est toujours non. Je me suis protégé quand personne d'autre ne le voulait, et j'ai refusé de laisser leur dysfonctionnement devenir mon problème. Ce dîner de Thanksgiving a tout changé, mais pas de la manière dont ma famille l'entendait. Ils pensaient qu'ils pouvaient m'utiliser et se débarrasser de moi, que j'aurais trop peur des conflits pour me défendre. Ils avaient tort, et je m'en porte mieux.